Toujours dans ce champ très large, disons, de la morphologie sociale, de la question de la conceptualisation locale de qu'est-ce que sont des relations, notamment de parenté. Une autre chose qui m'occupait beaucoup, c'est la question du rapport entre le rituel et la parenté, ou plutôt ce que le rituel fait de la parenté, ce que le rituel travaille dans la parenté, disons. Ce qu'elle retient, ce qu'elle sort de la parenté et ce qu'elle en fait. Et là aussi, j'ai écrit plusieurs papiers. Je sais qu'on a pas mal travaillé avec Raymond Jamous sur cette question du mariage, qui lui l'occupait beaucoup, évidemment en travaillant en Inde, où le mariage est une grande affaire, alors qu'en Amazonie, bizarrement, le mariage est le moins ritualisé de tous les événements ou de tous ce qu'on appelle classiquement des rites de passage. Donc cette question du contraste entre pourquoi est-ce qu'on ritualise à mort le mariage en Inde et pourquoi on le ritualise si peu et que c'est beaucoup plus un processus graduel qu'un changement brusque en Amazonie m'intéressait bien et on a un peu travaillé là-dessus. Lié à cette affaire, il y a évidemment le problème des têtes réduites. Pour la raison essentielle enfin, le lien se fait par le lien vient du fait que dans les rituels liés à la chasse aux têtes, le mort, la victime, la tête, en fait, est progressivement traité comme un parent. Et donc, le mélange, justement, le travail rituel sur la parenté dans les rituels de chasse aux têtes m'intriguait beaucoup. Bon, évidemment, cette question des têtes réduites est incontournable d'une certaine façon quand on travaille sur les Jivaos. C'est un objet de fantasme majeur pour nous. Et d'ailleurs, l'histoire des fantasmes occidentaux sur les têtes réduites est tout à fait fascinante. Et j'ai un peu travaillé là-dessus aussi. Ça fait partie, c'est un élément central dans la mythification occidentale, la légendarisation occidentale des Jivaros. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui les intéresse eux beaucoup. Les têtes réduites sont quelque chose qu'ils considèrent comme important et les têtes comme des productions esthétiques importantes. Et en même temps, c'est quand même des choses très bizarres, parce que d'abord c'est une pratique qui, en tout cas à l'époque moderne au sens large, est inconnue ailleurs, et qui est donc unique au Jivaro, même si possiblement elle a pu exister dans les temps précolombiens ailleurs. Elle est unique aussi parce que clairement ce qui motive d'une certaine façon la pratique, cette pratique très étrange de la réduction des têtes, c'est pas la réduction en tant que telle. Ce qui la motive, c'est la nécessité de prélever un visage sur un ennemi et de préserver ce visage. Quand vous prenez un visage en milieu tropical pour le préserver longtemps, il n'y a pas 36 000 moyens de le faire. Ou bien vous prenez tout le crâne, c'est ce que font les Munduruku, et qui en fait momifient d'une certaine façon leur crâne. Les Achuars ont pris une autre option, c'est d'enlever la peau et d'essayer de préserver la peau.
Et quand on lit notamment les chants rituels abondants recueillis grâce aux missionnaires salésiens, il faut bien le dire, qui accompagnent cette pratique qui est évidemment rituelle, une chose apparaît, c'est qu'ils attachent énormément d'importance à l'idée que ce visage qu'ils enlèvent, qu'ils recousent ensuite pour en faire une tête, qui est séchée progressivement, puisque c'est ça l'opération, ça consiste en fait à sécher le visage pour le préserver. Or, l'opération de séchage a pour effet par ailleurs de rétracter la peau. Donc forcément, ça donne des têtes réduites. Mais ils insistent beaucoup sur l'idée que la tête ressemble, et le portrait et le visage de la personne qu'ils ont tuée, de la victime. Et ça, c'est d'autant plus curieux, cette obsession, cette idée que c'est le portrait de quelqu'un, qu'en réalité, le mort est généralement inconnu. Puisque on ne prend des têtes que dans des tribus, pas au sein de sa propre tribu, que dans d'autres tribus Jivaro. Donc c'est très ciblé, l'origine de la tête est toujours très ciblée, mais par la force des choses, c'est très généralement quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout personnellement. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc Et l'opération à laquelle la tête se prête et est utilisée dans les très longs et très complexes rituels qui se déroulent autour d'une tête réduite, c'est fondamentalement une opération par laquelle on capte une potentialité d'existence dans un groupe voisin, incarnée par le visage, et cette potentialité d'incarnation, incarnée portée donc par le visage de l'ennemi, est progressivement incorporée dans le groupe des vainqueurs par toute une série de basculements de rôles. Le mort devient en quelque sorte le tueur devient le mort, devient une femme, bref, toute une série de permutations de positions, et à la fin, la tête finit comme un fœtus dans le ventre d'une femme. Autrement dit, comme une nouvelle potentialité de personnes dans le groupe des vainqueurs. Donc on fait une sorte d'incorporation, en somme, c'est une reproduction sociale de luxe, si j'ose dire, qui passe par la captation et donc la soustraction à un autre groupe d'une de ces potentialités d'individuation. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la prise de tête d'un ennemi provoque un désir de vengeance particulièrement violent de la part des victimes. La chasse aux têtes a cessé à la fin des années 60 chez les Chouars. Les Atchouars eux-mêmes disaient l'avoir jadis pratiquée, mais ça faisait longtemps qu'ils n'en faisaient plus. Cela dit, toutes les femmes se souvenaient encore parfaitement, à l'époque où nous faisions nos terrains, des chants rituels qui associaient au... Donc, ça ne devait pas être si vieux que ça. En tout cas, la transmission rituelle s'était encore faite, clairement. Donc voilà pour l'affaire de la chasse aux têtes, dont on peut évidemment parler pendant des heures, mais ça nous mènerait un peu loin. Toujours dans cette même veine d'analyse morphologique et des rapports sociaux, une autre question qui m'intéressait aussi, et ça j'y ai consacré un article beaucoup plus récemment qui est paru dans Terrain, c'est la question des amitiés rituelles, qui là aussi a un aspect tout à fait paradoxal, parce que, une fois de plus, je vous ai dit, j'ai dit à un moment donné que l'essentiel des rapports entre les groupes
Givaro, surtout les groupes Givaro, étaient des rapports d'hostilité. Néanmoins, il existait cette relation d'amitié très ritualisée entre deux hommes, deux groupes très différents, qui normalement se trouvaient en position d'hostilité les uns vis-à-vis des autres, ou même vis-à-vis d'étrangers. Et l'étrangeté de cette relation, nous l'avions, si j'ose dire, vue de près, puisque un de nos hôtes nous a proposé de devenir amis rituels quand nous étions sur le terrain. Ce que nous avons fait, et d'ailleurs c'est resté une relation très proche. Cet homme que j'appellerai X pour ne pas, bref, pour respecter son, il est mort d'ailleurs depuis, était quasiment notre, ce qu'on appelle notre informateur principal, ou en tout cas un de nos plus proches informateurs parmi les adjoints. Et la cérémonie, nous ne savions pas grand-chose de ce qu'était cette relation d'amitié, mais la cérémonie par laquelle elle se concluait était assez émouvante, parce qu'elle consistait tout simplement à poser un tapis, une couverture par terre, à s'agenouiller face à face, à s'embrasser et à dire « ami, tu es mon ami, je suis ton ami, tu es mon ami, etc. » Et les femmes faisaient la même chose, parce que la relation s'étend aux femmes, les hommes aux femmes, et ensuite les femmes entre elles. Donc, et cette cérémonie était manifestement d'origine hispanique, et ressemblait beaucoup d'ailleurs à des espèces de rituels de rencontres entre des conquistadors espagnols et des groupes chouars au XVIe siècle. Donc c'était une sorte de télescopage historique qu'on trouvait tout à fait étonnant. Mais du coup, ça nous a permis de comprendre un peu de l'intérieur qu'est-ce que c'est que cette relation qui est tout à fait inhabituelle au sein des dans l'ensemble, disons, dans l'éventail des relations, des relations entre personnes Achouas. Autre question qui évidemment s'inscrit dans le prolongement, en particulier du travail que j'avais fait sur la question de la mémoire, c'est la question de, plus généralement, des conceptualisations indigènes, des conceptualisations achouas de ce que nous appelons la vie psychique. Qu'est-ce que c'est que comment est-ce qu'il se représente l'expérience, la proprioception, le sentiment de soi, l'expérience des émotions, les sensations, autrement dit, comment sont vécues, imaginées, qu'est-ce que sont des émotions de leur point de vue. Et ça, c'est une question qui m'a beaucoup occupée. En fait, c'est d'une certaine façon la question qui m'intéresse, qui est ce vers quoi, d'une certaine façon, j'ai toujours cherché à aller, quel que soit le domaine dans lequel que je me donnais comme sujet d'étude, qui a fait l'objet de nombreuses publications. C'était le sujet de la conférence Malinowski que j'avais donnée en Angleterre et qui s'appelait The Soul's Body and Its States, et qui était une tentative justement de comprendre qu'est-ce que c'est que la représentation de soi-même, de soi. Comment est-elle imaginée? Qu'est-ce qu'elle est pour les Achouars? Évidemment, lié à ça, parce que les deux choses sont absolument indissociables, qu'est-ce que c'est qu'un corps? Qu'est-ce que c'est qu'un corps, sachant que, comme l'a très bien montré Eduardo Viveros e Castro a montré ça de façon absolument magnifique, un corps c'est un ensemble de capacités éthologiques, en somme.
un ensemble de modes de relation à l'environnement et aux autres. Et du coup, si on parle de relation à soi, on parle forcément de relation aux autres, et réciproquement. Et donc c'est l'articulation entre justement la manière dont est conçue la relation à soi, la conscience en somme, et la manière dont la conscience réfracte les relations à autrui, m'intéressait beaucoup, et du coup posait forcément la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'exactement un corps pour les Achuar. Euh, dans le prolongement, je me suis intéressée évidemment forcément à la question de l'ornementation, qui est en fait un prolongement de la corporéité, comme c'est le cas dans beaucoup de sociétés amazoniennes, et en particulier les peintures faciales. Givaro m'intriguait beaucoup, en partie parce que d'abord elle présentait une caractéristique étrange. Elles avaient l'air d'être toutes pareilles, mais eux-mêmes insistaient sur le fait qu'elles étaient absolument propres à celui qui les portait et toutes différentes. Deuxième question un peu bizarre dans ces peintures, ils n'attachaient pas beaucoup d'importance à leur exécution. C'est pas du tout les dessins Cadouveo, c'est pas des productions particulièrement raffinées, c'est des trucs souvent tracés au doigt, de façon pas très élaborée, mais néanmoins, manifestement, ils y accordaient énormément de prix, puisqu'ils continuaient à les utiliser, et dans certaines circonstances, en particulier, chaque fois qu'ils devaient rencontrer des hommes un peu distants, dans des circonstances de rencontres un peu tendues, mais aussi dans des circonstances rituelles. Donc du coup, qu'est-ce que c'était ces affaires-là? Et le lien justement avec les expériences visionnaires, autre grande spécialité des Givaro, c'est, comme c'est le cas d'ailleurs dans certaines sociétés des Indiens d'Amérique du Nord, la question des rencontres avec des entités spirituelles, et en particulier avec une classe d'esprit qui s'appelle les Arutam, joue un rôle énorme, notamment dans la conformation de la subjectivité masculine. Elle est quasiment indispensable pour devenir un adulte Givaro de plein droit. Et elle est indispensable parce que cette rencontre avec ce qui est de facto le spectre d'un mort, d'un défunt, d'un Achuar mort, est une condition pour devenir à son tour ce que doit être tout homme adulte Givaro, à savoir un tueur, un géniteur, et quelqu'un capable d'interagir avec des esprits. Et il se trouve que les peintures faciales sont des copies des peintures portées par l'esprit qu'ils rencontrent au cours de ces quêtes visionnaires, et qui leur donne un surcroît qui aboutit à une sorte de magnification de leur subjectivité, en ce sens qu'elle vient loger l'esprit ou son message, viennent loger à l'intérieur et devient une sorte de voix intérieure et de doublure de leur conscience d'eux-mêmes, qui leur donne clairvoyance, lucidité, intensité existentielle, pulsion homicide. Bref, c'est un magnificateur de la subjectivité. Et c'est ça que traduit le fait c'est la possession de ce surcroît de subjectivité intentionnelle qui est signalé par le port des peintures. Évidemment, ce type
travail de la subjectivité produit un type d'individualisme, un type d'individu tout à fait particulier. Et plus récemment, j'ai consacré un travail, encore inédit d'ailleurs, mais qui va paraître, sur la question de quelle forme d'individualisme est-ce que donne ce type de subjectivité et en quoi, comment peut-elle se comparer à l'individualisme tel que nous l'entendons. Là encore, question, elle a quand même un côté très paradoxal. Il a un côté très paradoxal, cet individualisme Givao, puisqu'il est à la fois fondé sur l'idée que tout homme adulte, surtout tout homme adulte, aussi les femmes, mais dans une moindre mesure, est absolument souverain, autonome et n'obéit surtout à personne. Mais par ailleurs que cette liberté absolument souveraine implique une stricte conformité à des canons de comportement partagés par tous. Donc cette espèce de tension entre conformité et souveraineté et liberté est évidemment très intrigante par rapport aux formes contemporaines, en particulier de l'individualisme occidental. La question de la conscience, des émotions, etc., a évidemment un rapport étroit aussi à la manière dont est conçu le langage et la pratique de la parole. Le rapport au langage, puisque la conscience de soi passe beaucoup, comme je viens de le dire, notamment à la suite de ces quêtes visionnaires, passe beaucoup par le dialogue intérieur, se parler soi-même, dans le cas des Achuar et de façon générale, évidemment. Du coup, la question du rapport entre ce dialogue intérieur permanent et la manière dont on s'adresse à autrui se pose. Et ça, c'est une question qui m'a beaucoup intéressée et retenue. Et en particulier, j'ai écrit un papier qui s'appelait Les fantômes stupéfiants, qui est centré précisément sur cette question. Et dont le point de départ était un incident sur le terrain qui m'avait énormément troublée, qui était la suivante, et que je raconte d'ailleurs au début de cet article qui est paru dans l'Homme. Au cours d'un voyage, nous avons été dans une petite communauté, et dans la première maison de cette communauté, il y avait un couple assez âgé de sourds-muets. Et donc ils ne pouvaient ni parler ni entendre, et avec lesquels nous étions un groupe à ce moment-là avec des Achuar, avec lesquels les Achuar communiquaient par signes, assez rudimentaires, sauf pour les autres habitants de la communauté que nous ne connaissions pas. Il se trouve qu'une ou deux nuits plus tard, alors que nous étions dans une autre maisonnée, l'homme, le sourd-muet, on a entendu beaucoup d'agitation dans sa maison, et quelqu'un est venu nous réveiller au milieu de la nuit en disant « Vite, 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 il faut que vous nous donniez des cigarettes, parce que la femme muette a vu un fantôme et ça l'a rendue très malade. » Donc, effectivement, on sort du tabac, on va voir qu'est-ce qui se passe, etc. Et cette femme avait l'air d'être dans un état de catalepsie. Et on nous explique par la suite qu'effectivement, la rencontre de certains types de fantômes provoquait, faisait que les gens devenaient complètement sourds et muets. Et du coup, ne pouvaient plus communiquer et ne voyaient même plus leurs familiers.
Donc évidemment, que cet accident arrive à quelqu'un qui était sourd et muet me plongeait dans un abîme de perplexité et de choses quand même très étonnantes. Euh, et j'ai beaucoup travaillé justement, et donc dans cette question, mais j'ai été amenée à réfléchir. Qu'est-ce que c'est que de parler, de voir, avec des... Autrement dit, quelles sont la panoplie des formes de communication pleine et entière, c'est-à-dire impliquant et la vue, et l'ouïe, et le toucher éventuellement, etc. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on enlève ou quand on supprime un de ces paramètres? Et je me suis aperçu qu'effectivement, on pouvait faire une sorte de typologie des esprits qui, du coup, apparaissaient comme des hypostases de formules de communication. Tel esprit était quelque chose qu'on pouvait voir, mais ne jamais entendre. Tel autre était un esprit qu'on pouvait entendre, mais ne jamais voir. Et ainsi de suite. Et évidemment, un vrai humain vivant était quelqu'un avec qui on pouvait simultanément et en face à face voir, toucher, entendre, etc. etc. Donc c'est cette question en somme du jeu des systèmes de communication que j'ai exploré dans ce papier. Autre chose qui m'avait toujours en lien avec la communication qui m'intéressait énormément, c'est la question des discours intérieurs.